Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous abordons aujourd'hui le deuxième cours d'arthrologie du membre inférieur et nous allons parler aujourd'hui de l'articulation du genou. Le genou constitue un complexe articulaire mettant en relation la région de la cuisse et la région de la jambe. Sur une vue antérieure de l'articulation du genou, où nous plaçons l'interligne du genou proprement dit, que nous matérialisons par ces pointillés, eh bien, nous pouvons placer les trois pièces osseuses en présence au niveau de cette articulation. Il s'agira, pour la cuisse, de l'extrémité distale du fémur. Il s'agira pour la jambe du tibia qui forme le montant médial du cadre osseux de la jambe et qui est le seul os de la jambe qui va participer à cette articulation. En effet, la fibula, par son extrémité proximale, par sa tête, se place légèrement en dessous et ne participe donc pas à l'articulation du genou. Cette articulation va enfin mettre en présence un dernier os qui est la patella, qui se place en regard de la surface patellaire du fémur et qui marque sa présence, qui marque son empreinte lors de l'examen clinique de la face antérieure de cette articulation. Ainsi, l'articulation du genou est-elle une articulation complexe présentant au sein de la même capsule articulaire deux compartiments, un compartiment fémoro-tibial, mettant en présence l'extrémité inférieure du fémur et les surfaces articulaires portées par le plateau tibial, et un complexe fémoro-patellaire, compartiment fémoro-patellaire, mettant en présence la surface patellaire du fémur et la surface articulaire portée par la face postérieure de la patella. Cette articulation de type complexe, est une articulation qui va fonctionner selon deux degrés de liberté, dont un degré de liberté principal, qui est celui de la flexion-extension du genou, et donc celui-là est le plus important, et de manière accessoire, une mobilité en rotation, mais uniquement lorsque le genou est fléchi. Le complexe articulaire du genou forme une articulation de type synovial, c'est-à-dire que, comme toutes ces articulations synoviales, nous décrirons des surfaces articulaires en présence, des moyens d'union qui sont constitués de la capsule articulaire qui va être renforcée par des systèmes fibreux périarticulaires que nous décrirons médialement, latéralement, en avant et en arrière. Cette articulation aura un moyen de glissement qui est constitué de la membrane synoviale délimitant la cavité synoviale dans laquelle baigne le liquide synovial, lubrification de l'articulation et intervenant également dans la nutrition des cartilages articulaires par imbibition, et nous terminerons par quelques mots de biomécanique de cette articulation. L'articulation du genou répond en avant à la région patellaire, la patella étant palpable sous la peau de la face antérieure du genou, et ceci est important lors de l'examen clinique de cette articulation. À la face postérieure du genou, l'articulation du genou répond à la région poplitée dans laquelle chemineront les vaisseaux poplités ainsi que le nerf tibial.
Les surfaces articulaires en présence sont donc portées par le fémur, par le tibia, par la patella, et je vous propose de construire simultanément des vues antérieures, postérieures et de côté, latérales et médiales, ce qui nous permettra de construire les surfaces articulaires et ensuite d'y ajouter les moyens d'union de l'articulation du genou. Sur une vue médiale de l'articulation du genou droit, nous prendrons toujours le côté droit comme modèle de présentation. Donc sur une vue médiale du genou, dont l'orientation sera crâniale vers le haut et ventrale vers la gauche du tableau, eh bien nous allons pouvoir placer tout d'abord l'extrémité inférieure du fémur, dont sur une vue médiale nous voyons la courbure qui est convexe vers l'avant et dont la partie inférieure va s'évaser pour venir constituer en avant la surface patellaire et vers l'arrière les condyles fémorales. Nous voyons ici le condyle fémoral médial qui va être surplombé par le tubercule du muscle grand adducteur, surplombant lui-même l'épicondyle médial, c'est-à-dire la saillie osseuse qui va se trouver au-dessus du condyle fémoral médial. En avant de l'extrémité inférieure du fémur va venir se placer la patella, dont nous voyons ici la vue de profil médial avec sa base supérieure et son sommet inférieur. Enfin, vers le bas va se placer la partie médiale du plateau tibial, dont nous voyons ici le condyle tibial médial. En arrière, la gouttière du tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. Et en avant, la tubérosité du tibia. Sur cette vue médiale peut apparaître en profondeur du plan du tableau, c'est-à-dire plus latéralement et légèrement décalé vers l'arrière, la partie supérieure de la fibula. Vue médiale. En vue latérale du genou, orienté cette fois-ci crânialement et ventralement, nous allons à nouveau retrouver l'extrémité inférieure du fémur, présentant vers l'avant le condyle fémoral latéral, cette fois-ci, surplombé par l'épicondyle latéral. En avant viendra se placer la patella, dont nous voyons ici la vue latérale de la patella droite, et l'extrémité inférieure du fémur va reposer sur le plateau tibial, dont nous voyons ici le relief du condyle tibial latéral, avec en avant la tubérosité du tibia, et cette fois-ci, un peu plus en arrière, l'extrémité supérieure de la fibula, la tête de la fibula, qui va être plus visible, venant s'articuler avec la facette articulaire portée par la tubérosité postérieure du condyle tibial latéral. Sur une vue postérieure, cette fois-ci, de cette articulation, nous allons pouvoir à nouveau placer les surfaces articulaires, tout d'abord du fémur, dont nous voyons ici l'extrémité distale fortement s'évaser pour venir médialement, l'orientation étant ici
crânial et médial venir former le tubercule du muscle grand adducteur surplombant ici l'épicondyle médial. Nous voyons ici le condyle fémoral médial, l'incisure, la fosse intercondylaire, le condyle fémoral latéral, et ici nous avons le bord latéral de l'extrémité inférieure du fémur, venant former ici l'épicondyle latéral. En arrière, vont être visibles de chaque côté les facettes articulaires portées par les condyles fémoraux, surface articulaire condyle fémoral médial, surface articulaire du condyle fémoral latéral. Ces surfaces articulaires sont recouvertes par du cartilage articulaire, du cartilage hyalin, raison pour laquelle je les passe en bleu. Elles vont être bien sûr dans un instant recouvertes par les structures fibreuses périarticulaires. Au-dessus de chaque condyle, alors entre les deux condyles se place la fosse intercondylienne qui est creusée et dont le fond légèrement relevé, eh bien, sur une radiographie de profil du genou sera marqué par une ligne radiologique orientée vers le bas et vers l'avant, qui est une ligne qui est caractéristique. Au-dessus de chaque condyle fémoral se place un tubercule supracondylaire, latéral et médial, chaque tubercule supracondylaire étant rejoint par la crête supracondylaire, latérale et médiale, venant former la ligne de bifurcation latérale et médiale de la ligne âpre du fémur. Entre les deux crêtes se place une zone aplatie dans le plan frontal et triangulaire, formant la surface poplitée du fémur. En regard de l'extrémité inférieure du fémur va se placer l'extrémité supérieure du tibia, dont nous voyons ici apparaître le condyle médial, le condyle latéral, répondant ici à l'extrémité supérieure de la fibula. Nous plaçons la tête en regard de la facette articulaire correspondante, et à partir de la tête de la fibula, la ligne crête du muscle soléaire permettant d'individualiser au-dessus d'elle la surface d'insertion du muscle poplité, et au-dessus, eh bien, nous avons ici cette zone postéro-médiale du tibia où s'inséreront les différents composants du tendon du muscle semi-membraneux. Enfin, sur une vue antérieure, orientée cette fois-ci crânialement et médialement, vont apparaître à nouveau les surfaces articulaires en présence, avec donc l'extrémité distale du fémur qui va venir présenter donc un épaississement qui va s'évaser, formant latéralement l'épicondyle latéral et formant médialement le tubercule du muscle grand adducteur surplombant l'épicondyle médial. La face antérieure de l'extrémité inférieure du fémur apparaît marquée par une facette articulaire, la surface patellaire recouverte de cartilage hyalin et constituée de deux versants, un versant latéral et un versant médial, le versant latéral étant plus développé que le versant médial, séparé par une gorge émoussée. En regard de la surface patellaire du fémur va se placer la patella. Elle va donc venir, et nous allons ainsi la
la recouvrir, la surface patellaire va répondre à la patella qui s'inscrit dans la forme d'un os globalement arrondi, venant présenter une base supérieure, un bord latéral, un bord médial et une pointe inférieure, la pointe de la patella repérant l'interligne articulaire du genou. C'est ce que nous avons d'ailleurs représenté sur la vue latérale et sur la vue médiale. La patella, si on la retourne, on va prendre ici une seconde pour réaliser une vue postérieure de la patella, eh bien, on voit que sa face postérieure apparaît marquée par une facette, par une surface articulaire recouverte par du cartilage hyalin, raison pour laquelle nous la représentons en bleu ainsi. Et cette surface articulaire, portée par la face postérieure de la patella, eh bien, présente deux versants séparés par une crête émoussée, la crête venant se placer dans la gorge centrale, présentée par la surface patellaire du fémur. Au-dessus de la surface articulaire de la patella se place la base de la patella, base sur laquelle va venir s'insérer, nous pouvons le représenter comme ceci, le tendon quadricipital, et sous cette surface articulaire vient se placer la pointe de la patella, où va venir s'insérer le ligament patellaire qui relie la pointe de la patella à la tubérosité du tibia. En dessous de l'extrémité inférieure du fémur va se placer l'extrémité supérieure du tibia, que nous voyons cette fois-ci en vue antérieure, avec la tubérosité du tibia, palpable sous le genou et qui se prolonge par le bord antérieur du tibia. Nous avons en dehors une crête d'insertion pour le tractus iliotibial. Nous avons en dedans ici une zone d'insertion pour les trois muscles de la patte doigt qui vont constituer eux aussi des moyens de renforcement de l'articulation du genou. Et pour mémoire, nous plaçons articulé ici avec le condyle tibial latéral, la fibula, dont la tête ne participe pas à l'articulation du genou. Les surfaces articulaires en présence, ainsi mises en place, eh bien, ne sont pas congruentes. Et comme ces surfaces articulaires ne sont pas congruentes, eh bien, nous allons observer au niveau de l'articulation du genou l'interposition d'un fibrocartilage articulaire. Ce fibrocartilage articulaire existe au niveau de l'interligne articulaire latéral et du compartiment fémorotibial latéral et du compartiment fémorotibial médial. Ces fibrocartilages articulaires sont les ménisques. Ménisques que nous allons définir sur une vue supérieure du plateau tibial, orienté ventralement et latéralement. Cette vue supérieure du plateau tibial doit se comprendre après désarticulation du genou et examen de cette articulation en vue supérieure. Vous vous rappelez que le plateau tibial apparaît en vue supérieure dans un ovoïde transversal et est compartimenté en trois segments par l'échancrure intercondylaire qui se place au centre. En dedans se place la surface articulaire
médial qui est excavé. Latéralement se place la surface articulaire supérolatérale dont le cartilage est plus épais. Et au centre, l'éminence intercondylienne est marquée par les tubercules intercondylaires latéral et médial, permettant de distinguer en avant l'aire intercondylienne antérieure et en arrière l'aire intercondylienne postérieure. Le plateau tibial, par ailleurs, va venir surplomber en avant la tubérosité du tibia que l'on peut représenter ici en avant et sur laquelle se fixe le ligament patellaire. Les fibrocartilages, les ménisques qui s'interposent entre le tibia et la fibula s'inscrivent tous les deux dans la forme d'un croissant. Un croissant présentant une corne antérieure et une corne postérieure. Ces fibrocartilages, triangulaires sur une coupe frontale par exemple, vont présenter une face périphérique par laquelle ils adhèrent à la capsule articulaire, vont présenter une face supérieure qui répond au condyle fémoral et présente une face inférieure qui répond au condyle du tibia. Les deux ménisques latéral et médial n'ont pas tout à fait la même forme. Ainsi, le ménisque médial, que je marque ici, que je représente ici, s'inscrit dans la forme d'un C majuscule qui apparaît ouvert, alors que le ménisque latéral va, lui, être plus fermé, ce qui bien que, pour faciliter la mémorisation de cette différence de forme entre les deux ménisques, il est habituel de comparer le ménisque médial à la lettre C, alors que le ménisque latéral est comparé à la lettre O, et il est ainsi possible d'utiliser le moyen mnémotechnique Citroën, comme les voitures, pour rappeler que le ménisque médial interne a la forme d'un C, alors que le ménisque latéral externe s'inscrit dans la lettre O. Chaque ménisque, donc, apparaît triangulaire à la coupe sur une coupe frontale, ce que l'on peut représenter comme ceci, et va présenter une corne antérieure et une corne postérieure, ces cornes étant reliées aux aires intercondyliennes antérieures et postérieures par des petits ligaments, ce que l'on appelle les freins méniscaux. Les cornes antérieures des deux ménisques antérieurs sont reliées par un tissu fibreux épais formant le ligament transverse du genou. Ligament transverse du genou. Enfin, les insertions antérieures et postérieures des ménisques vont répondre aux surfaces d'insertion des ligaments croisés qui constituent un système de maintien antéro-postérieur de l'articulation du genou. Ligaments croisés antérieurs, dont je marque l'insertion ici entre les cornes antérieures des ménisques latéral et médial au niveau de l'aire intercondylienne antérieure. Ménisque postérieur qui va s'insérer ici en arrière, en arrière donc de la corne postérieure du ménisque médial au niveau de l'aire intercondylienne postérieure. Si l'on représente une vue antérieure du genou droit fléchi, permettant donc de montrer ici en avant la surface patellaire du fémur dans laquelle va venir se placer la patella que nous voyons donc ici en vue inférieure avec
sa pointe, et donc la surface patellaire qui s'inscrit dans un segment de poulie pleine. Nous avons donc la surface patellaire, puis nous avons vers l'arrière les condyles fémoraux, condyle fémoral latéral, condyle fémoral médial, que nous pouvons placer comme ceci, le condyle fémoral médial étant plus étroit et plus long que le condyle fémoral latéral. Les condyles apparaissent surplombés ici par les épicondyles, latéral, épicondyle, médial, et nous plaçons en dessous l'extrémité supérieure du tibia, vue cette fois-ci en vue antérieure, le genou antérieur étant fléchi, avec donc le condyle tibial latéral qui vient s'articuler avec la tête de la fibula, le condyle médial marqué par la gouttière du tendon réfléchi du muscle semi-membraneux, la tubérosité du tibia, le bord antérieur ici du tibia, la zone d'insertion du tractus iliotibial, la zone d'insertion des trois muscles de la patte-doigt. Eh bien, nous pouvons ainsi placer ces ménisques maintenant, ménisque latéral tout d'abord, qui apparaît plus épais latéralement que médialement, ce qui leur donne une forme globalement triangulaire, le ménisque médial, et nous pouvons placer en avant le ligament transverse du genou, qui va relier ici les cornes antérieures des deux ménisques. Les ménisques vont donc réaliser un système de fibrocartilage articulaire venant améliorer la congruence des surfaces articulaires en présence. Donc, pour résumer, surface articulaire du genou, représentée par la surface patellaire et les condyles du tibia, du fémur, la surface articulaire orientée vers l'arrière est portée par la face postérieure de la patella, qui va répondre à l'extrémité inférieure du fémur. Et enfin, les deux surfaces articulaires, supérolatérale et supéromédiale, portées par le plateau tibial. À ces surfaces articulaires se rajouteront les ménisques latérales et médiales. Après les après les surfaces articulaires en présence, parlons maintenant des moyens d'union de l'articulation du genou. Alors ces moyens d'union sont représentés par un système de pivot central que représentent les deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs, et un système périphérique que constitue, comme toutes les articulations synoviales, la capsule articulaire renforcée par des ligaments périphériques. Les ligaments croisés sont au nombre de deux, ligaments croisés antérieurs et ligaments croisés postérieurs. Le ligament croisé antérieur prend son origine au niveau de l'aire intercondylienne ou intercondylaire antérieure et va donc s'insérer entre la corne antérieure du ménisque latéral et du ménisque médial. Prenant son origine au niveau de l'aire intercondylienne antérieure, il va se porter vers le dehors, vers le haut et vers l'arrière, vers le dehors, vers le haut et vers l'arrière. Nous pouvons le représenter comme ceci, pour venir se terminer à la face médiale du condyle tibial latéral.
Cette vue antérieure genou fléchi va donc être orientée crânialement et médialement. Donc, origine au niveau de l'aire intercondylienne antérieure, trajet vers le haut, vers l'arrière et vers le dehors, pour venir rejoindre la face médiale du condyle tibial latéral. Le ligament croisé postérieur, lui, va s'insérer en arrière, au niveau de l'aire intercondylienne postérieure, en arrière des cornes postérieures des deux ménisques. Il va alors avoir un trajet vers l'avant, vers le dedans et vers le haut, vers l'avant, vers le dedans et vers le haut, pour venir se terminer, ce ligament croisé postérieur, au niveau de la face latérale du condyle fémoral médial. Au niveau de la face latérale du condyle fémoral médial. Ces ligaments croisés tiennent leur nom du fait que leur trajet se croise, qu'il s'agisse d'une vue antérieure ou d'une vue latérale du genou. Et si on représente de façon très schématique ici une vue, alors ici il s'agira en l'occurrence d'une vue médiale du genou. Vous reconnaissez le tibia, le fémur et la patella. Eh bien, on peut représenter ici le trajet du ligament croisé antérieur et ici le ligament croisé postérieur. Et donc, ces ligaments se croisent sur une vue antérieure et sur une vue latérale ou médiale, en tout cas une vue de côté. Le rôle de ces ligaments va être de limiter les déplacements antéro-postérieurs du tibia par rapport à l'extrémité inférieure du fémur. Ainsi, le ligament croisé antérieur, ici, limite le mouvement dit de tiroir antérieur, c'est-à-dire que lorsque vous déplacez l'extrémité supérieure du tibia vers l'avant, le ligament croisé antérieur se met en tension et donc interrompt ce ligament. De la même manière, le ligament croisé postérieur va limiter le mouvement de tiroir postérieur. Le mouvement de tiroir postérieur constituant un déplacement vers l'arrière du tibia par rapport au fémur. Lorsque il existe une lésion de ces ligaments croisés, lorsque les ligaments croisés se rompent, eh bien, il apparaît alors un déplacement anormal du tibia par rapport au fémur. C'est ce que l'on appelle un mouvement de tiroir. Mouvement de tiroir antérieur lorsque le ligament croisé antérieur est lésé. Si vous supprimez, si vous rompez ou désinsérez ici le croisé antérieur, eh bien vous allez pouvoir déplacer le tibia vers l'avant par rapport au fémur, et le mouvement de tiroir postérieur, de la même manière, étant un mouvement qui apparaît de façon pathologique lorsqu'il existe une lésion du ligament croisé postérieur. Les ligaments croisés constituent donc un système de pivot central, un système de moyens d'union qui renforce l'articulation au centre de la cavité articulaire. Les autres moyens d'union, la capsule et les ligaments périphériques, seront à présent examinables sur les vues périphériques de cette articulation. Alors, les moyens d'union sont donc représentés par la capsule articulaire qui réalise un manchon fibreux venant se fixer au pourtour des surfaces articulaires. Ainsi, sur la vue médiale du genou, la capsule articulaire va se fixer au pourtour du condyle fémoral
médiale, au pourtour de la surface patellaire, au pourtour de la surface articulaire supéromédiale du tibia, et va ainsi venir, ce que l'on peut représenter ici, venir cloisonner l'articulation du genou, réalisant vers l'avant un cul-de-sac suprapatellaire, dans lequel vont venir se constituer les épanchements articulaires pathologiques du genou, et donc c'est au niveau de ce cul-de-sac que ces épanchements seront perceptibles lors de l'examen clinique de l'articulation du genou. Enfin, vers l'arrière, en regard des condyles du fémur, la capsule articulaire, apparaît fortement épaissie, formant ce que l'on appelle les coques condyliennes, dont la face profonde est encroûtée de cartilage hyalin et venant constituer une surface articulaire complémentaire de cette articulation. Sur la vue latérale, cette fois-ci, nous allons présenter la capsule venant se fixer au pourtour des surfaces articulaires en présence et venant ainsi cloisonner l'articulation du genou, venant former vers l'avant le cul-de-sac suprapatellaire. Vers l'arrière, là aussi, la capsule articulaire apparaît fortement épaissie, venant constituer la coque condylienne latérale de l'articulation du genou. Sur la vue postérieure, à présent, nous plaçons donc toujours la capsule articulaire venant s'insérer au pourtour des surfaces articulaires, venant épouser ici le fond de la fosse intercondylienne et venant ainsi cloisonner l'articulation, et c'est la raison pour laquelle va maintenant disparaître les éléments que nous avions représentés précédemment, la capsule articulaire formant donc ce manchon fibreux qui vient ici cloisonner la cavité articulaire. En arrière, la capsule articulaire du genou est particulièrement épaissie en regard des condyles fémoraux venant constituer les coques condyliennes, réalisant donc un épaississement fibreux important dans le cadre du renforcement postérieur de cette articulation. Enfin, vers l'avant, nous allons placer également l'insertion ici de la capsule en avant de l'extrémité supérieure du tibia, suivant ici le cartilage de la surface patellaire, venant s'insérer donc en arrière au pourtour de la surface patellaire du fémur et s'insérant également sur la surface articulaire de la patella, et donc venant cloisonner ainsi l'articulation, ce que l'on peut déjà mettre en place ici au niveau de la partie inférieure du genou. Mais rappelez-vous que la capsule articulaire de l'articulation du genou va venir former vers le haut un cul-de-sac qui est le cul-de-sac suprapatellaire, qui donc bombe au-dessus du bord supérieur de la patella et où des épanchements pathologiques pourront être détectés. La capsule articulaire, manchon fibreux, va apparaître renforcée par des systèmes ligamentaires qui vont donc constituer les moyens de stabilité les éléments de stabilité du genou. Et ces éléments de stabilité, nous allons les représenter respectivement
sur les bords de cette articulation du genou, donc médiale et latérale, puis en arrière et en avant. L'articulation du genou fonctionnant essentiellement en ayant donc comme degré de mobilité essentielle la flexion et l'extension, eh bien, les ligaments vont, enfin, de chaque côté, être constitués de ligaments collatéraux qui vont donc limiter les mouvements du genou dans le plan frontal. Sur le versant médial de l'articulation, le ligament collatéral médial forme un épaississement capsulaire de l'articulation du genou, épaississement capsulaire venant s'insérer sur l'épicondyle médial du fémur, se portant vers le bas et latéralement, et vers le bas et vers l'avant, plus exactement, pour venir se terminer au niveau du condyle médial du tibia. Ce ligament collatéral médial est renforcé vers l'arrière par un système de petits ligaments formant un ligament collatéral médial accessoire que l'on décrit avec un faisceau supérieur fémoro-méniscal qui va être tendu entre l'extrémité inférieure du fémur et la zone correspondante du ménisque médial qui s'insère au niveau de la capsule articulaire en regard. Vers le bas, un petit ligament tibio-méniscal tendu entre l'extrémité supérieure du tibia et la capsule articulaire adhérente au ménisque médial sous-jacent, va venir terminer de former ce ligament collatéral médial accessoire. Un peu plus en avant, un moyen d'union important va être constitué par le rétinaculum patellaire médial. Rétinaculum patellaire médial qui forme un aileron tendu entre l'épicondyle médial du fémur et le bord médial de la patella. Ce rétinaculum patellaire médial va renforcer médialement l'articulation du genou et va contribuer à maintenir la patella contre la surface patellaire du fémur. En dessous du rétinaculum patellaire médial va se trouver le ligament ménisco-patellaire médial, qui va réunir le bord médial de la patella avec la corne antérieure du ménisque médial. En dedans et vers l'avant va se placer au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, nous le représentons comme ceci, la zone d'insertion des trois muscles de la patte doigt qui sont de l'avant vers l'arrière, le muscle sartorius, le muscle gracile et le muscle semi-tendineux. Ces éléments que nous mettrons en place sur la vue antérieure, nous ne plaçons ici que leur surface d'insertion, constituant des éléments de maintien antéromédiaux de l'articulation du genou. On placera pour mémoire la zone d'insertion ici du tendon réfléchi du muscle semi-membraneux et vers le haut ici, au niveau de du tubercule
supracondylien médial, l'insertion du chef médial du muscle gastrocnémien, ces éléments étant des éléments de renforcement plutôt postérieur de l'articulation du genou. Enfin, vers l'avant, nous pouvons placer les éléments de l'appareil extenseur du genou. Il s'agit ici du tendon quadricipital du muscle quadriceps fémoral, dont nous plaçons ici le chef droit fémoral. Nous plaçons ici le chef droit fémoral et se prolongeant vers le bas par le ligament patellaire qui réunit l'extrémité inférieure de la patella, la pointe de la patella, à la tubérosité du tibia. L'appareil extenseur va constituer un moyen de stabilisation antérieure de l'articulation du genou. Élément intéressant et important sur le plan fonctionnel, entre le plan capsulaire antérieur de l'articulation du genou et le ligament patellaire, apparaît ici un espace qui va être comblé par un panicule graisseux. C'est le corps adipeux du genou ou corps de Hoffa, comme le nomment les orthopédistes, qui va constituer un moyen de glissement du système de l'appareil extenseur, de la patella et du ligament patellaire par rapport au plan capsulo-ligamentaire de l'articulation du genou. Voici pour les moyens de renforcement médiaux de l'articulation du genou. En dehors, latéralement, eh bien, va exister également un ligament collatéral, c'est le ligament collatéral latéral ou ligament collatéral fibulaire. Ligament collatéral latéral ou ligament collatéral fibulaire qui est tendu de l'épicondyle latéral au sommet de la tête de la fibula. Ce ligament s'oriente globalement vers le bas, vers l'arrière, et contrairement au ligament collatéral médial, qui est un ligament de type capsulaire, c'est-à-dire un épaississement de la capsule articulaire, eh bien le ligament collatéral fibulaire, le ligament collatéral latéral, est un ligament de type extracapsulaire, c'est-à-dire qu'il va passer en pont un peu à distance de la capsule articulaire. Il va donc se développer au niveau du versant latéral de l'articulation du genou et il va limiter les mouvements de l'articulation du genou dans le plan frontal. Vers l'avant, le rétinaculum patellaire latéral forme un aileron fibreux qui est tendu de l'épicondyle latéral du fémur au bord latéral de la patella. Il forme un aileron triangulaire qui va renforcer le versant latéral de l'articulation du genou et contribuer à stabiliser la patella en regard de la surface patellaire du fémur. En dessous se retrouve le ligament ménisco-patellaire latéral qui est tendu entre le bord latéral de la fibula et la capsule articulaire en regard de l'insertion de la partie antérieure du ménisque latéral de l'articulation du genou. Nous pourrons placer quelques éléments sur lesquels nous reviendrons en vue postérieure. Il s'agit ici du ligament arqué
du ligament poplité arqué, qui est un système de renforcement postérieur de l'articulation du genou et qui irradie depuis la tête de la fibula, proche du ligament collatéral fibulaire. Et nous avons également un moyen de renforcement ici tendineux. Nous allons le représenter ici sectionné et récliné vers le bas et vers l'arrière. C'est le tendon du muscle biceps fémoral, faisant partie des muscles ischio-jambiers et qui, BF comme biceps fémoral, et qui va évidemment s'insérer dans la région. Parmi les moyens de fixation antéro-latéraux de l'articulation du genou, le tractus iliotibial va s'insérer ici sur le tubercule infracondylaire, tubercule dit de Gerdy, et nous pourrons, pour mémoire, rappeler au-dessus ici la zone d'insertion du chef latéral du muscle gastrocnémien, qui fait partie des moyens de renforcement postérieur du genou. On va y venir dans un instant. Il nous reste maintenant à placer l'appareil extenseur du genou avec le tendon quadricipital qui vient s'insérer ici sur la base supérieure de la patella et que nous représentons ici se prolongeant par son chef droit fémoral, comme tout à l'heure. Vers le bas, la pointe de la patella est reliée à la tubérosité tibiale par le ligament patellaire qui appartient à l'appareil extenseur du genou et qui va contribuer à délimiter avec le plan capsulo-ligamentaire la loge où se place le corps adipeux du genou, le corps de Hoffa, qui constitue un moyen de glissement de l'appareil extenseur par rapport au plan capsulo-ligamentaire. Moyen d'union latérale et médiale de cette articulation. Voyons maintenant ce qui se passe en arrière. En arrière, nous pouvons décomposer les moyens d'union de l'articulation du genou en une partie latérale, en regard du condyle latéral, et une partie médiale. Latéralement, nous allons d'abord trouver un système de ligaments. Alors, je représente ici les ligaments dans une autre couleur que la couleur conventionnelle, mais ça, c'est pour qu'on ait un peu plus de lisibilité, pour ne pas tout représenter en vert. Un système de ligaments que nous avions un peu ébauché sur la vue latérale et que nous plaçons maintenant cette fois-ci sur la vue médiale. Il s'agit du ligament poplité arqué. Le ligament poplité arqué est un système de ligaments extracapsulaire, un peu annexe en quelque sorte du ligament collatéral fibulaire que je vous place ici et dont je rappelle qu'il est extracapsulaire, c'est-à-dire qu'il passe un peu à distance de l'articulation du genou, il ménage un espace avec la capsule articulaire du genou, et je replace ici légèrement récliné le tendon du muscle biceps fémoral que nous avons ici sectionné et que nous réclinons vers le bas. Ce ligament poplité arqué est un ligament également extracapsulaire, c'est-à-dire qui passe à distance de la capsule articulaire du genou. Il constitue une sorte de ligament collatéral latéral annexe. Et il est constitué d'un faisceau plutôt vertical dont les fibres vont venir renforcer ici la coque condylienne latérale et d'un système arqué, d'où son nom, de ligament poplité arqué, au niveau duquel, ou en dessous duquel, la capsule articulaire
de l'articulation du genou va ménager un espace, et cet espace va livrer passage aux muscles poplités, qui constituent un muscle de forme triangulaire, situé au niveau de la partie postérieure de l'articulation du genou, prenant son origine sur l'épicondyle latéral du fémur, ayant un trajet initialement intra-articulaire, puis émergeant de l'articulation du genou par cet espace que lui ménage la capsule et le ligament poplité arqué, pour venir former un corps charnu triangulaire qui va se terminer au niveau de la surface poplitée du fémur, au-dessus de la crête du muscle soléaire. Ce muscle poplité et son tendon vont constituer un moyen de renforcement postérolatéral de l'articulation du genou. D'autre part, lorsqu'il se contracte, c'est-à-dire lorsqu'il se rapproche, on verra que ce muscle permet également, de façon tout à fait accessoire, des mouvements de rotation médiale du genou lorsque le genou est fléchi. Latéralement, va également se retrouver comme moyen de renforcement de l'articulation du genou, le chef médial du muscle gastrocnémien, dont l'insertion d'origine se fait au niveau du tubercule supracondylaire latéral, et ce muscle va également s'insérer au niveau de la coque condylienne qu'il va contribuer à renforcer. Les muscles gastrocnémiens, je vous rappelle, sont les muscles qui dessinent le galbe du mollet. Médialement, les moyens de renforcement vont être constitués, au-delà de la coque condylienne médiale, par un tendon épais et aplati transversalement. C'est le tendon du muscle semi-membraneux. Le muscle semi-membraneux est un muscle ischio-jambier qui prend son origine au niveau de la tubérosité ischiatique de l'os coxal et qui va avoir un trajet vertical vers le bas dans la région postérieure de la cuisse. On reverra ces éléments musculaires lorsque l'on étudiera la myologie. Nous représentons ici la partie terminale de ce muscle qui, par un tendon aplati, d'où son nom d'ailleurs, semi-membraneux, va venir se terminer au niveau d'une crête osseuse qui se situe à la face postérieure du condyle tibial médial. C'est l'insertion principale du muscle semi-membraneux qui va venir contribuer à renforcer le compartiment postéromédial du genou. Ce tendon, lorsqu'il arrive à sa terminaison, va émettre deux expansions. Une première expansion constitue ce que l'on appelle le tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. Tendon réfléchi du muscle semi-membraneux qui va se porter vers le dedans et qui va venir s'enrouler autour du condyle tibial, médial, et c'est ainsi que nous voyons, ici sur la vue antérieure, les fibres de ce muscle contourner ici le condyle tibial médial et venir vers l'avant. Ce tendon réfléchi du muscle semi-membraneux va contribuer à renforcer la partie postéro-médiale de l'articulation du genou. Vers le dehors, le tendon du muscle semi-membraneux va envoyer des fibres qui vont avoir un trajet récurrent, c'est-à-dire que les fibres tendineuses vont remonter à la face postérieure du genou pour venir gagner la coque condylienne latérale. Il s'agit donc du tendon récurrent du muscle semi-membraneux formant le ligament poplité oblique
autre moyen de renforcement postérieur de l'articulation du genou. Enfin, nous pouvons rappeler ici, pour mémoire, l'insertion du chef médial du muscle gastrocnémien qui va aussi participer à renforcer la coque condylienne médiane et la face postéromédiale de l'articulation du genou. Donc, moyens d'union médiaux, latéraux, postérieurs, et vous voyez, cet ensemble de structures va venir constituer un plan fibreux particulièrement épais et résistant à la face postérieure de l'articulation du genou. Enfin, vers l'avant, eh bien, les moyens de renforcement de l'articulation du genou vont être constitués par l'appareil extenseur essentiellement, avec, nous l'avions déjà évoqué, ici le tendon du muscle quadriceps fémoral, le quadriceps étant le muscle le plus volumineux occupant la loge antérieure de la cuisse et venant se terminer par un tendon principal au niveau de la base supérieure de la patella. Nous représentons le tendon ici du muscle quadriceps fémoral coupé très au ras de la patella de manière à bien montrer ici le cul-de-sac suprapatellaire de la capsule articulaire qui vient déborder en arrière au-dessus donc de cette insertion terminale du muscle quadriceps. Vers le bas, le ligament patellaire va relier la pointe de la patella à la tubérosité tibiale, vient relier la pointe de la patella à la tubérosité du tibia, ce qui fait que si l'on considère l'appareil extenseur dans son intégralité, eh bien on peut interpréter la patella comme étant un os sésamoïde du genou, développé au sein d'une continuité tendineuse de l'appareil extenseur pour en renforcer en quelque sorte la résistance dans cette zone où l'appareil extenseur est soumis à des contraintes mécaniques importantes. Nous allons compléter ces moyens de renforcement par les deux rétinaculum patellaire, rétinaculum patellaire médial ici, rétinaculum patellaire latéral, donc tendu respectivement entre l'épicondyle médial et le bord médial de la patella et l'épicondyle latéral et le bord latéral de la patella. En dessous des rétinaculums patellaires viennent se placer, nous pouvons les mettre ici, les deux ligaments ménisco-patellaires, ligament ménisco-patellaire latéral et ligament ménisco-patellaire médial, qui vont réunir le bord latéral et le bord médial de la patella au ménisque latéral et médial et qui vont donc contribuer au maintien de la position de la patella en regard de la surface patellaire du fémur. Enfin, nous pouvons placer dans le cadre de ces moyens de renforcement antérieur des structures que nous avions citées jusqu'à présent. Il s'agit latéralement du tractus iliotibial qui vient s'insérer ici au niveau du tubercule condylaire, tubercule infracondylaire, ou décrit par Gerdy. Le tractus iliotibial représente un épaississement latéral du fascia de la cuisse, le fascia lata, épaississement qui va donc courir sur la face latérale de la cuisse depuis la crête iliaque jusqu'à la région du genou, où ce tractus iliotibial va effectivement venir se terminer au niveau du tubercule
infracondylaire décrit par Gerdy. Je représente ici le tractus iliotibial sectionné et récliné vers le bas afin de faire apparaître ces moyens d'union antérieurs et profonds de l'articulation du genou. Sur le versant antéro-médial vont se placer enfin 3 tendons qui sont les tendons des muscles de la patte-doigt. La patte-doigt constitue un ensemble de 3 muscles de la cuisse. Il s'agit d'un muscle antérieur, le muscle sartorius, que je représente ici, puis d'un muscle de la loge des adducteurs, le muscle gracile, et d'un tendon postérieur de la loge des muscles ischio-jambiers. Il s'agit du muscle semi-tendineux. Ces 3 muscles, sartorius, gracile et semi-tendineux, constituent à eux 3 ce groupe des muscles de la patte-doigt, dont la caractéristique est d'avoir tous les 3 une terminaison commune au niveau de cette crête supéromédiale du tibia, et les tendons de ces muscles de la patte-doigt vont participer à renforcer la partie antéromédiale de l'articulation du genou. Ces moyens d'union représentent donc les moyens de renforcement antérieur et profond du genou. Si nous représentons maintenant une vue superficielle de cette région, je vais donc remettre ici mon tableau, mais m'assurer que l'on puisse voir effectivement le plan profond. Donc je replace toujours ici sur une vue antérieure avec une orientation crâniale et médiale. Je vais donc replacer très rapidement ici le fémur, dont nous voyons la surface patellaire en regard de laquelle va se placer la patella, dont la pointe désigne l'interligne articulaire du genou. Nous allons placer l'extrémité supérieure du tibia, la voici, avec la tubérosité tibiale, dont la partie inférieure se prolonge par le bord antérieur du tibia, et la fibula, dont la tête ne participe pas à l'articulation du genou. Et cette fois-ci, nous allons, sur cette vue antérieure, placer l'appareil extenseur du genou dans son intégralité, avec le tendon quadricipital qui vient se fixer au niveau de la base de la patella et que nous voyons ici dans la continuité du muscle droit fémoral qui représente le chef antérieur et intermédiaire superficiel du muscle quadriceps fémoral, qui apparaît renforcé par latéralement un chef vaste latéral constitué de fibres qui vont s'enrouler de dehors en dedans et qui vont venir rejoindre le tendon du muscle quadriceps fémoral. D'ailleurs, le muscle vaste latéral s'arrête habituellement au niveau de la base de la patella, alors que le chef vaste médial, lui, va descendre plus bas. Il est constitué également de fibres qui vont s'enrouler, cette fois-ci de dedans en dehors, venir se terminer au niveau du tendon quadricipital, mais également descendre plus bas jusqu'au niveau de l'apex de la patella. Nous avons ici le tendon quadricipital et la prolongation vers le bas par l'intermédiaire du ligament patellaire
ligament patellaire qui relie la pointe de la patella à la tubérosité tibiale. L'appareil extenseur va apparaître renforcé latéralement par le tractus iliotibial que je peux à présent placer ici, donc venant se terminer sur le tubercule infracondylaire, tubercule de Gerdy, et nous placerons ici, juste pour mémoire, le tendon du muscle sartorius qui représente le plan le plus antérieur des tendons des muscles de la patte doigt. Alors on parle de patte doigt, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on y reviendra bien sûr lorsque l'on fera la myologie, car la terminaison de ces tendons au niveau de la crête supéromédiale du tibia forme des expansions qui rappellent la morphologie de la patte d'une oie. Alors, ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est que l'appareil extenseur va émettre des expansions superficielles qui vont venir constituer un plan superficiel de renforcement antérieur de l'articulation du genou. En effet, et ça provient des deux muscles vastes, latéral et médial, ces muscles sont recouverts par un fascia, et ce fascia va envoyer des expansions fibreuses qui vont croiser de façon superficielle la face antérieure du genou, venant se fixer sur les crêtes latérales et médiales du tibia. Et ceci va constituer un système de renforcement superficiel par des fibres issues du fascia qui recouvre le muscle quadriceps de la cuisse, illustrant eh bien, le fait que le moyen de renforcement antérieur de l'articulation du genou va être essentiellement constitué par l'appareil extenseur. Conséquences cliniques, conséquences morphologiques de ces structures, eh bien c'est le relief inférieur de la cuisse, et vous comprenez maintenant mieux pourquoi le galbe latéral est plus court que le galbe médial, dont la convexité descend plus bas que la convexité latérale, et ceci étant lié à la différence de distribution des chefs vastes latéral et médial du muscle quadriceps. Et dernière conséquence clinique, eh bien, le ligament patellaire, moyen de renforcement antérieur du genou et faisant partie de l'appareil extenseur du genou, eh bien, va être percuté avec le marteau à réflexe pour réaliser la recherche du réflexe ostéotendineux quadricipital qui explore la racine nerveuse L4. Lorsque vous percutez le tendon quadricipital, vous allez de façon réflexe obtenir une extension du genou, et ceci nous amène à présent à aborder quelques éléments de biomécanique du genou, et je vais utiliser cet espace restant du tableau pour traiter cette question. Alors, l'articulation du genou est donc on peut éventuellement bien zoomer sur cette région, donc biomécanique, articulation du genou qui fonctionne essentiellement avec un degré de liberté principale et un degré de liberté accessoire. Le degré de liberté principale de l'articulation du genou est un degré de liberté en flexion-extension, et ce degré de liberté s'explore dans le plan sagittal, c'est-à-dire avec une orientation qui est crâniale et ventrale. Le mouvement de flexion du genou est le mouvement qui va, donc on le représente bien sûr sur un membre inférieur modélisé en vue latérale et représenté ici en position anatomique. Le mouvement de flexion du genou est le mouvement qui va consister à porter
le genou en arrière du plan frontal. Mouvement de flexion. L'amplitude moyenne de ce mouvement de flexion est environ de 130 degrés et le moteur de ces mouvements est représenté principalement par les muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire muscles tendus entre la tubérosité ischiatique et le squelette jambier. Il s'agit donc des muscles semi-tendineux, semi-membraneux et biceps fémoral. Ces trois muscles étant tous les trois innervés par le nerf sciatique ou nerf ischiatique. L'extension, eh bien, l'extension est le mouvement qui consiste à ramener le genou d'une position fléchie dans la position anatomique de référence. Normalement, à partir de la position 0, position anatomique de référence, l'extension est nulle. La possibilité de porter la jambe en avant du plan frontal de la cuisse est un mouvement qui s'observe en cas de souplesse, de laxité ligamentaire, on va dire non conventionnelle, anormale, et on parlera alors de genu recurvatum. L'appareil extenseur est représenté donc pour l'essentiel par le muscle quadriceps de la cuisse, dont l'innervation et le nerf fémoral, avec la racine L4 en particulier, raison pour laquelle eh bien, on va explorer la racine L4 lorsque l'on va explorer le réflexe ostéotendineux patellaire. Je représente ici le muscle quadriceps qui se situe donc en avant. Donc un degré de mobilité essentiel, mouvement de flexion-extension avec une amplitude de 130 degrés de flexion, l'extension étant le retour à la position 0. Lorsque l'on réalise une flexion du genou, si nous mettons le genou ici en flexion et que le membre, que la jambe se place donc vers le bas, eh bien, il existe une possibilité de mouvements accessoires qui sont des mouvements de rotation du genou. Une rotation latérale qui va constituer à genou fléchi, pouvoir porter la pointe du pied vers le dehors, et de rotation médiale qui, genou fléchi, consiste à porter le pied vers le dedans. Ces amplitudes sont extrêmement modérées puisque la rotation latérale va avoir environ 30 degrés d'amplitude sous l'action essentiellement du muscle biceps fémoral, là où la rotation médiale n'a qu'une amplitude de quelques degrés, en particulier sous l'action du muscle poplité, moyen de renforcement postérieur de l'articulation du genou que nous avions vu précédemment. J'en ai fini donc avec ce cours sur l'articulation du genou. L'objectif de ce cours était de vous donner les principales clés anatomiques pour l'introduction aux bases anatomiques de l'examen clinique de l'articulation du genou. En effet, les traumatismes de l'articulation du genou sont particulièrement fréquents. Il s'agit de lésions capsulo-ligamentaires, réalisant des entorses du genou, dont la conséquence peut être une instabilité du genou et une usure des surfaces articulaires en présence. Il s'agit de phénomènes d'arthrose pouvant, dans les cas les plus évolués, aboutir à un remplacement prothétique de l'articulation. C'est ce que l'on appelle les prothèses totales du genou. Mais ça, c'est les orthopédistes qui vous en parleront un peu plus tard dans votre cursus. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.